bonjour à tous. Alors effectivement, on va voir rapidement, parce qu'en un quart d'heure, on ne va pas pouvoir aborder tous les détails de la thermorégulation, comment on s'adapte aux températures extrêmes. Et je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous paraître très simples, mais qui me semblent importantes pour la pratique clinique, parce que bien souvent, on voit des choses et des pratiques un peu inadaptées dans nos services de réanimation, parce qu'on n'a pas à l'esprit ces notions qui peuvent paraître de base, mais qui me semblent importantes. Alors nous sommes des homéothermes, c'est-à-dire que nous sommes capables de maintenir une température très stable, qui est une température normale à 37 degrés, avec de très faibles variations, bien qu'on soit exposé à un range de température extérieure particulièrement large, puisqu'on est capable de mettre en jeu des mécanismes qui vont nous permettre donc de maintenir cette température. Quand on est exposé au froid, eh bien, on va y revenir, on va se vasoconstricter et on va frissonner. Et quand au contraire, on va être exposé à des températures qui vont être élevées, on va transpirer et se vasodilater. La thermorégulation, c'est un équilibre qui se fait entre le gain de chaleur et la perte de chaleur. Le gain de chaleur, il va venir de notre métabolisme et puis des échanges avec l'environnement qui se font par de la conduction, de la convection ou de la radiation. La perte de chaleur se fait uniquement par échange avec la température ambiante, par la conduction, la convection et la radiation, et aussi, et c'est le point très important, par l'évaporation qui, elle, est toujours une perte de chaleur. Pour des températures extérieures qu'on appelle une zone de température neutre, qui est entre 18 et 20 degrés, nous sommes à notre métabolisme de base. Si la température descend, eh bien, nous allons produire de la chaleur jusqu'à un certain niveau où les mécanismes de protection vont être pris en défaut, ou si ces mécanismes de protection ne peuvent pas fonctionner, à ce moment-là, on va rentrer dans un état d'hypothermie. À l'inverse, quand la température extérieure va augmenter, eh bien, on va être obligé de perdre notre chaleur, d'éliminer l'excès de chaleur. Et là encore, si ces mécanismes sont pathologiques ou s'ils sont pris en défaut parce que la température est très élevée, on va rentrer dans un état d'hyperthermie, de coup de chaleur. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la production de chaleur, elle se fait dans la partie centrale du corps humain et que la communication avec l'extérieur, c'est la partie périphérique. Et donc, il va falloir, si on veut éliminer de la chaleur, il va falloir transporter cette chaleur qui est centrale à la périphérie. Et ce transport, eh bien, il va se faire tout simplement par le débit cardiaque et la capacité qu'on va avoir à se vasodilater au niveau cutané. Et donc, vous comprenez bien que chez nos patients qui sont en état instable, eh bien, ces mécanismes de transport vont potentiellement être non fonctionnels ou pathologiques. Alors, la première réponse à une exposition à une température extérieure en dehors de notre zone neutre, eh bien, c'est une réponse adaptative. Nous avons des récepteurs périphériques au niveau cutané et au niveau viscéral qui vont transmettre un message au niveau du cortex et nous allons nous adapter par notre comportement. Il fait froid, on se couvre, il fait chaud, on se découvre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les patients de réanimation, le comportement, ce n'est pas celui du patient, c'est le comportement du personnel soignant et qui parfois n'est pas adapté. On va y revenir. Ensuite, la deuxième réponse, c'est une réponse physiologique qui va passer par l'hypothalamus. C'est notre thermostat, c'est la zone préoptique. Et donc, ce thermostat va être stimulé par les récepteurs périphériques, mais aussi par des récepteurs centraux. Et on va mettre en route des effecteurs au niveau somatique, qui sont essentiellement musculaires, et aussi par le système autonome au niveau de la peau, du territoire cutané, et ça c'est la vasomotricité cutanée qui va être importante, les glandes sudoripares et la graisse brune. Donc on va voir déjà la réponse
à une exposition au froid. On verra celle à une exposition au chaud après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mécanismes de défense contre l'exposition au froid ou les mécanismes pour produire de la fièvre en réponse à une inflammation, ce sont les mêmes. L'objectif est le même, il faut produire de la chaleur. La raison n'est pas la même. Pourquoi il faut que je produise de la chaleur quand je suis exposé au froid? C'est pour maintenir ma température corporelle normale. En revanche, quand j'ai une agression inflammatoire, un choc septique ou autre, ma température de consigne va être élevée, 39. Et donc, il faut que je fasse monter ma température corporelle à cette nouvelle température de consigne qui est de 39. Et pour ça, il faut que je produise de la chaleur. Quand je suis exposé au froid, si mes défenses contre l'adaptation au froid sont anormales ou si elles sont insuffisantes, à ce moment-là, une hypothermie va apparaître. Si je suis agressé par un état inflammatoire et si je n'arrive pas à produire suffisamment de chaleur, eh bien, je ne vais pas développer de fièvre, je vais rester apyrétique. Et ça, c'est les chocs septiques qu'on voit tous les jours, qui n'ont pas de température. Et ça, c'est probablement, très certainement, un mécanisme d'adaptation chez les malades les plus graves, puisque produire de la chaleur, ça a un coût énergétique important et de consommation en oxygène important. Et donc ces malades qui sont déjà très graves, eh bien, l'organisme s'adapte probablement en faisant en sorte qu'il ne produise pas de chaleur et qu'il n'augmente pas la consommation en oxygène qui est déjà critique. Produire de la chaleur, ça a un coût donc en consommation d'oxygène. Ça, c'est l'étude un peu princeps de Constantine Mantous qui vous montre la consommation en oxygène en fonction de la température des patients, c'est les patients de réanimation. Et pour augmenter sa température d'1 degré, eh bien, vous voyez que c'est à peu près plus 10% de consommation en oxygène. La première adaptation à l'exposition au froid, elle est très simple, c'est la vasoconstriction. Vous voyez ici qu'elle est immédiate, quelques minutes après une exposition de la main au froid, eh bien vous voyez qu'il y a une vasoconstriction intense qui va apparaître. On s'isole de la température extérieure. La deuxième réponse, et c'est la plus efficace pour produire de la chaleur, c'est les frissons. Les frissons, ils vont être provoqués par 3 stimulants. D'une part, les récepteurs périphériques, essentiellement au niveau des mains. On peut tout à fait frissonner quand on a les mains exposées au froid alors que notre température corporelle reste normale. Les frissons, ils vont être aussi déclenchés si notre température corporelle diminue puisqu'il va falloir la maintenir à 37. Et ils vont aussi être déclenchés pour augmenter la température, notre nouvelle température de consigne en cas de fièvre inflammatoire pour passer de 37 à 39 degrés. Un autre mécanisme de défense qu'on a pour produire de la chaleur, qui ne passe pas par les frissons, c'est ce qui va se passer au niveau de la graisse brune. Le médiateur, c'est une sécrétion accrue de noradrénaline. Cette sécrétion accrue de noradrénaline, elle va augmenter le métabolisme au niveau de la graisse brune, et ça c'est régulé, mais aussi cette sécrétion de noradrénaline va faire que, à peu près dans tous les organes, il va y avoir une augmentation du métabolisme de base, et ça va participer aussi à la production de chaleur. Mais ce qui est régulé, c'est au niveau de la graisse brune. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est au niveau de la graisse brune qu'on produit de la chaleur. Ça, c'est pour faire plaisir à Mervyn. C'est parce qu'on a, au niveau de la graisse brune, des mitochondries qui sont particulières, qui ont des protéines membranaires qui ne sont pas couplées à la chaîne respiratoire. Normalement, les protons ne s'accumulent pas. Ils sont transformés sous forme d'énergie en ATP. Ils sont repris en charge par la chaîne respiratoire. Ces protéines-là ne sont pas couplées et l'énergie des protons entrants est en fait libérée sous forme de chaleur. Et c'est pour ça que la graisse brune est efficace pour produire de la chaleur.
Alors maintenant, on va passer à l'adaptation au chaud. Ça, c'est un peu plus simple. Quand est-ce qu'on va potentiellement développer un coup de chaleur? Eh bien, c'est assez simple. C'est si la température ambiante devient supérieure à notre température cutanée, qui est d'environ 35 degrés. On va pouvoir gagner de la chaleur par l'environnement avec 3 mécanismes qui sont la conduction. Et ça, il faut qu'il y ait un contact direct avec l'objet chaud, soit par de la convection, c'est un transfert de masse, soit aussi par de la radiation, et ça, c'est des ondes électromagnétiques. Donc là, il va falloir qu'on perde de la chaleur, et donc pour pouvoir perdre de la chaleur, il va falloir avoir un transport efficace, et donc on va être obligé d'augmenter notre débit cardiaque. Il va falloir qu'on vasodilate le territoire cutané, et le territoire cutané, à ce moment-là, va prendre une proportion très importante, puisque ça va représenter à peu près 20% du débit cardiaque. Vous voyez ici les sujets sains qu'on réchauffe, qu'on expose au chaud. Ils ont une augmentation de leur température centrale. Vous voyez que le débit cardiaque augmente fortement, le débit cutané également. Et il y a une redistribution, bien sûr, qui va se faire aux dépens des autres organes, avec un débit splanchnique qui va s'effondrer et un débit sanguin rénal aussi qui va diminuer. Une fois qu'on a transporté notre chaleur en périphérie, eh bien, il va falloir l'éliminer. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le fait de transpirer qui va permettre d'éliminer la chaleur, c'est la transformation de la transpiration de la phase liquide en phase gazeuse qui permet cette élimination de chaleur. Et donc, il va falloir qu'il y ait une évaporation. Et l'évaporation, eh bien, elle va dépendre de l'humidité qu'il y a dans l'air ambiant et surtout de la convection qu'il y a autour de nous. Donc, vous comprenez bien que c'est très différent d'avoir une fièvre d'origine inflammatoire que d'avoir un coup de chaleur. Quand j'ai une fièvre d'origine inflammatoire, ma température de consigne est élevée. Il faut que je produise de la chaleur, donc je vais frissonner, je vais augmenter mon métabolisme, et il faut que je garde cette chaleur, donc je vais être vasoconstricté. En revanche, quand j'ai un coup de chaleur, il faut que je perde de la chaleur, donc je vais être vasodilaté et je vais transpirer. Et ça, c'est très important pour le traitement. Si je veux traiter une fièvre d'origine inflammatoire, si je fais du refroidissement externe, à ce moment-là, je vais générer une vasoconstriction, mais c'est surtout que je vais faire frissonner le patient, puisque lui, il a toujours sa température de consigne qui est à 39. Si je lui fais baisser, il va falloir qu'il remonte à 39, et donc il va frissonner, et il va augmenter sa consommation en oxygène. Si je veux éviter ça, il va falloir que je le sédate, parce que les seuils de déclenchement des frissons sont abaissés. En revanche, si je traite la fièvre par un antipyrétique, eh bien là, je vais faire baisser la température centrale, je vais être obligé de perdre de la chaleur, je vais être vasodilaté et je vais risquer d'être hypotendu. Dans les coups de chaleur, la température de consigne est toujours normale, elle est à 37, je peux tout à fait faire du refroidissement externe, il n'y aura pas de risque de frisson. En revanche, les médicaments, les antipyrétiques seront totalement inefficaces. Alors, il y a un tas de situations où ces mécanismes de protection sont pris en défaut. Je ne vais pas les détailler, mais il faut que vous compreniez bien que pour pouvoir s'adapter, il faut ressentir la température extérieure, il faut pouvoir transmettre le message et donc pas avoir de pathologie médulaire ou cérébrale. Il faut pouvoir l'analyser, avoir un cortex normal et un thermostat hypothalamus qui marche correctement, qui n'est pas gêné par des médicaments. Il faut avoir une réponse adaptée en fonction de la température extérieure et il faut pouvoir mettre en jeu tous les effecteurs. Et là, vous voyez que chez nos patients qui sont en insuffisance circulatoire, eh bien, le débit cardiaque, la vasoconstriction, la vasodilatation, tout ça, forcément, ça ne va pas pouvoir s'adapter correctement. Il y a une catégorie de sujets qu'on connaît bien qui s'adaptent très mal aux températures extrêmes, c'est les sujets âgés. Ils s'adaptent mal au stress froid parce qu'ils n'arrivent pas à se vasoconstricter. Ils ont une production de chaleur beaucoup moindre du fait d'un métabolisme qui est réduit. Ils ne s'adaptent pas non plus aux températures élevées puisqu'ils transpirent moins. Ils ont un débit cardiaque qui est moindre. Ils ont une redistribution des débits régionaux qui se fait beaucoup moins bien. Ils n'arrivent pas à augmenter leur débit cutané. Et donc, on a des capacités d'adaptation aux températures extrêmes. Enfin, ce n'est pas une raison pour rien faire contre le changement climatique, surtout que la population vieillit
et donc on ne va pas s'adapter indéfiniment. Merci.